Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 sur France 3 Bretagne. Ce matin, on s'intéresse au biomimétisme ou comment s'inspirer de la nature plutôt que de la détruire. Vaste programme aux possibilités infinies, vous le verrez. Et pour en parler, nous aurons des passionnés en la matière. Mais d'abord, comme chaque jour, partons retrouver Evan. Salut Evan, où nous emmènes-tu ce matin ? Oui, salut Anne Fantet et bonjour à vous à la maison. Alors, je suis sur la commune de Rolandrieux ce matin pour vous faire visiter ce hangar. Mais qu'y a-t-il dans ce hangar ? Eh bien, figurez-vous qu'ici, deux frères cultivent des champignons. Et si vous ne savez pas comment on cultive des champignons, ça tombe bien, moi non plus. Et ils vont nous expliquer. Venez avec moi, ça va se passer à l'intérieur. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evan. Alors, avant de commencer, quel type de champignons vous cultivez ici ? Alors ici, on cultive principalement le champignon de Paris brun et le pleurote. Bon, alors on va les goûter tout à l'heure. Avant, j'aimerais bien savoir comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans la culture de champignons. Alors, à la base, c'est moi qui ai eu l'idée. J'étais maraîcher avant, maraîcher bio, pendant 15 ans. L'idée de faire des champignons est arrivée en même temps que les légumes, mais j'ai bien vu que c'était pas possible de lier les deux en même temps. Donc quand j'ai arrêté, j'ai décidé de lancer ce projet en fait. Et voilà. Avec ton frère Mathias, toi tu étais aussi dans le maraîchage ? Non, du tout. Moi j'étais tailleur de pierre et besoin de me mettre au vert. C'était l'occasion à prendre pour. Eh ben oui. Exactement. Bon alors, comment ça pousse un champignon que vous allez nous montrer ? Ça marche. C'est parti. Je vous laisse nous faire la visite. Ça pousse donc dans la petite salle qui est là. Non, ça pousse pas dans la petite salle. Ah non. Ici, on stocke le substrat. Donc ici, c'est pour les champignons de Paris. Donc ici, c'est la zone où on stocke le substrat des champignons de Paris. Donc on le reçoit comme ça. Donc c'est du fumier de cheval composté, enrichi avec du fumier de poule, et dans lequel il y a du calcaire pour baisser l'acidité du substrat en fait. Donc c'est complètement bio ? C'est complètement bio, ouais. Tout est bio à la base, on achète en bio. Ici, c'est pareil, tout est bio, donc de toute façon, voilà. Donc après, celui-ci, on le mettra en culture après. Ici, ça sert juste de stockage, le temps de le passer en culture en fait. Et c'est stocké dans une pièce qui est relativement fraîche, là vous ne le sentez pas à la maison, mais... Voilà, ici c'est censé rester au frais, donc le plus frais possible, c'est bien, pour que le mycélium se disperse le moins possible dans le pain en fait, quoi. Et donc ça c'est pour les champignons de Paris. Ça, c'est les champignons de Paris. Et pour le pleurote, c'est un autre substrat. Pour le pleurote, c'est un autre substrat qu'on prépare sous le hangar. Bon, alors tu peux peut-être commencer à nous en parler un petit peu, on va aller voir de l'autre côté. Allons-y. Alors c'est un mélange de paille et de copeaux de bois. On avait perdu Mathias, tu vas nous expliquer ? Je vous laisse Oui. Mathias. Alors, pour le pleurote, on fait un mélange de paille et de copeaux de bois qu'on va chauffer pendant quelques heures histoire de tuer les germes qui seraient indésirables. Une fois que la gamelle a refroidi, on va mélanger avec du mycélium de pleurote qui a été colonisé sur du millet. Donc ça en fait c'est comme la graine du champignon. Exactement, ouais, exactement. Une fois qu'on aura mélangé la gamelle, on pourra le dispatcher dans des seaux et après pouvoir les mettre en culture. Bon, Karl, tu as le droit de revenir avec nous. Pourquoi est-ce qu'on cultive que ce genre de champignons ? Moi j'adore les cèpes, vous pourriez pas faire un élevage de cèpes ? Alors c'est plus compliqué, la culture de cèpes c'est plus compliqué en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les champignons mycéliens. Donc c'est des champignons qui ont une relation avec un arbre, donc c'est impossible à faire en intérieur, c'est possible en extérieur, mais dans une partie boisée en fait. Il faut toujours qu'il y ait des arbres. Voilà, donc pour ça, faire pousser des arbres ici c'est un peu compliqué, donc on se limite, on les fait pas en fait, tout simplement. Donc les champignons, ils sont pas élevés dans la petite salle qu'on a vue, ils sont dans ce bâtiment blanc. C'est ici que se passe tout le reste. Une fois qu'on a préparé les substrats, tout se passe à l'intérieur ici en fait, dans le bâtiment. Bon, et vous savez ce qu'il nous reste à faire. Et ce qu'il vous reste à faire, revenir nous voir dans une dizaine de minutes pour aller visiter l'intérieur de ce bâtiment. À tout à l'heure. Rendez-vous est pris, à tout à l'heure Evan. On en vient à notre dossier du jour consacré au biomimétisme dont l'intérêt grandit en France, une approche qui s'inspire du vivant, du naturel, comme vous allez le voir dans ces images. Tu vois le nez du train à grande vitesse ? Oui, je sais, il imite le bec du martin pêcheur. Combinaison de plongée inspirée de la peau du requin, moteur de bateau développé d'après les nageoires de poissons, le biomimétisme, c'est-à-dire l'imitation du vivant, est une pratique scientifique qui consiste à s'inspirer des solutions naturelles pour en transposer les principes et les processus en matière d'ingénierie humaine. L'exemple le plus connu est sans doute le fameux ruban Scratch, conçu en s'inspirant des crochets d'une plante, la bardane. À l'heure où la nécessité de trouver des réponses écologiques doit conduire notre développement, le biomimétisme a le vent en poupe.
Car s'inspirer du vivant, c'est puiser dans des solutions qui ont fait leur preuve depuis 3,8 milliards d'années d'évolution. La nature a su mettre en œuvre des procédés presque parfaits en matière de gestion et de production d'énergie, de fabrication de matériaux, de recyclage ou encore d'ergonomie. Et l'organisation du vivant, ses écosystèmes, la vie communautaire, par exemple des fourmis ou des abeilles, sont aussi observés de près par les scientifiques et les architectes. Bref, la nature est notre futur. Et ce n'est pas nos invités qui vous diront le contraire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Luce Marie Petit, vous êtes biologiste, chef de projet à Cibios, Centre européen d'excellence en biomimétisme. Anne Le Garce, vous êtes designer. Franck Zal, vous êtes chercheur en biologie marine et cofondateur des Marina. Et Ronan Le Rosquet, on reviendra en deuxième partie sur votre initiative Je fonds pour ma glacière et ça se passe à Lorient. Rebonjour à tous. Alors, la nature égale futur, on vient de l'entendre, Anne Le Garce. Comment le biomimétisme est entré dans votre vie ? Pour moi, c'était par le biais d'une conférence quand j'étais en dernière année d'études, à un moment où, en dernière année, à l'ESAB site de Brest, on nous demandait de faire des choix sur quel designer on voulait devenir. Et donc j'ai assisté à la conférence de Guyane Grave et Mich Camello qui nous ont partagé un petit peu leur expertise sur comment ils ont conçu une bouilloire en s'inspirant du vivant. Et là, ça a été un énorme déclic déjà pendant la conférence. Et puis après, le soir en rentrant, la première chose que j'ai faite, c'était m'allumer de l'eau. Et là, ça fait genre, ok, d'accord. Il y a vraiment tout à faire en tant que designer et en s'inspirant du vivant. Et votre souci, c'était d'apporter des solutions sans générer d'autres problèmes. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en tant que designer, on t'apprend à répondre à des besoins. Et moi, j'étais arrivée à un moment où je me demandais, en fait, est-ce que je réponds à des besoins ou est-ce que j'en crée ? Et est-ce que j'ai conscience justement de tous les effets en cascade que ça génère et tout ça ? Donc j'étais dans un moment où je cherchais justement à pouvoir concevoir en répondant à des enjeux qui étaient plus systémiques et peut-être un peu au-delà de juste répondre à un besoin. Et après la formation, vous avez pu bénéficier finalement de l'une des rares formations proposées en France. À ce moment-là, il y avait pas de formation en France, et donc il y avait des modules qui se passaient dans différentes écoles, des écoles d'archi, des écoles d'ingénieurs et tout ça. Et donc, à l'ESAB site de Brest, il y avait un workshop qui a démarré à ce moment-là avec ce designer et ce bio-ingénieur. Et finalement, comment le biomimétisme bouscule votre manière d'appréhender votre matière, qu'est le design au départ ? Aujourd'hui, comment vous le traduisez dans votre métier finalement ? Je rajoute plein de phases de réflexion. Même dans la méthodologie, comme on rajoute la brique s'inspirer du vivant. Du coup, ça me demande de repartir en arrière, d'avoir une approche beaucoup plus pluridisciplinaire. Donc, je vais chercher l'expertise de biologistes, d'autres scientifiques. Et donc ça me demande d'avoir beaucoup d'humilité, déjà parce qu'on parle du vivant, parce qu'ensuite, il faut que je travaille avec beaucoup de personnes. Et d'investir des sentiers méconnus. Oui, aussi. voilà, c'est ça. Ouais. Alors vous, Franck Zal, c'est le biomimétisme qui est venu à vous. Oui, tout à fait, oui. En me promenant sur une plage en Bretagne. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous. En fait, donc moi j'ai toujours été intéressé par la biologie marine. Je suis devenu chercheur en biologie marine et je m'intéressais à un petit ver marin que vous avez tous vu sur les plages, en fait, qui laisse les petites traces de sable que vous avez sur la plage en vous baladant. Et je me suis toujours posé la question à savoir comment ce ver était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. D'accord. Et finalement, en essayant de répondre à cette question de recherche fondamentale, j'ai trouvé chez ce ver marin l'ancêtre de nos globules rouges. Et avec cet ancêtre de globules rouges, aujourd'hui, on fait des applications thérapeutiques non pourvues autour de l'oxygénation de différentes structures du vivant, comme la cellule, les organes, les tissus, etc. Mais au débarrage, c'était une simple observation de la nature. Alors, il vous a fallu 10 ans de recherche, plus de 2 ans d'attente pour la certification. Et vous m'aviez dit en préparant cette interview qu'on vous a pris pour un fou parce qu'il a été difficile de faire valoir cette idée. Ah bien sûr, oui. C'était le démarrage de tout ce qui était biomimétisme ou bio-inspiration. Quand vous allez voir des médecins en disant que vous allez soigner des gens avec un ver marin, ils vous prennent pour un fou. Et donc ça passe en fait pendant quelques années. Vous êtes pris pour un fou en fait. Un monsieur tournesol qui va révolutionner la médecine. Et ensuite, on dit que ça va être dangereux, puisqu'en fait, à un moment donné, vous vous accrochez. Donc, c'est dangereux. Vous êtes tenace. Donc là, c'est tous les aspects réglementaires. Et puis aujourd'hui, les gens me disent j'y avais pensé avant toi. Et donc, tout ça, c'est le parcours normal, en fait, de ce type d'innovation de rupture. Et combien de patients ont été sauvés grâce à votre innovation, justement, aujourd'hui ? Et à quoi elle sert ? Alors, la première application, c'est la transplantation d'organes. Aujourd'hui, il y a plus de 260 patients qui ont été transplantés avec cette technologie qui permet de maintenir les greffons dans un état physiologique
proche en fait du vivant, c'est-à-dire que l'organe, quand vous le déconnectez, c'est une course contre la montre. Et donc nous, avec ces molécules, on montre que l'organe ne voit même pas qu'il est déconnecté. Donc en fait, on donne en fait aux chirurgiens des organes en très bon état physiologique. On a également fait, en fait, donc ça c'était la greffe rénale, et donc on a également fait une greffe de face, en fait, qui était une première mondiale, puisque c'était sur le visage. Une personne qui s'appelle Jérôme Hamon, on peut donner son nom, qui a eu en fait un premier rejet de face, de figure, et en fait cette technologie a permis de conserver ce qu'on appelle un tissu composite beaucoup plus longtemps, et 3 ans après la transplantation, Jérôme va très bien. Et je crois qu'il y a des centaines de patients qui vous remercient aujourd'hui. C'est 200 patients qui ont pu bénéficier. 260 et ça continue. Il y a encore, c'est un essai de 460 patients qui est en train d'être mis en place. Alors Luce Marie Petit, c'est vrai que le biomimétisme comme ça a l'air d'être tout un monde. On va écouter un témoignage de Philippe et je vous laisserai réagir juste après. Je vous dirais que le biomimétisme est le virage à ne pas louper. Le biomimétisme regroupe toutes les ingénieries qui s'inspirent du vivant, dans le but de tirer parti des solutions et des inventions produites par la nature. Personnellement, je dirais qu'il est particulièrement judicieux de développer le biomimétisme. Tout simplement parce qu'il va permettre de résoudre les enjeux de demain, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou économiques. Il va permettre de générer de nouveaux emplois et de créer les entreprises du futur. Super définition de Philippe sur le biomimétisme. C'est vrai qu'on connaît peu le biomimétisme en France. Comment ça se fait, Luce Marie Petit? Alors c'est une démarche qui a toujours existé, finalement. Ouais. Ce qui est nouveau ces 20-30 dernières années, c'est que cette approche se structure de manière très très importante. Et au-delà des exemples particuliers, tous les exemples que vous avez cités dans le petit reportage, aujourd'hui, on a un développement de plus en plus de méthodologies, d'outils qui permettent de faciliter, de développer de manière beaucoup plus importante cette approche. Aujourd'hui, on a identifié plus de 200 équipes de recherche qui travaillent dans cette approche en France. D'accord. Plus d'une centaine d'entreprises, de plus en plus de cursus de formation aussi qui se structurent. Et le CBio, ça a été créé il y a plus de 6 ans pour justement structurer le développement de cette approche avec l'ensemble des acteurs aussi, les ministères, les régions. Et comme le disait Philippe, comment la France entreprend ce virage, notamment par rapport aux autres pays européens? Oui, alors en France, on a une opportunité qui est assez incroyable, qui est la présence de la biodiversité. Plus que dans d'autres pays? Alors oui, on a la deuxième façade maritime mondiale, en particulier grâce aux outre-mer. Donc il y a plus de 10% de la biodiversité mondiale qui est présente sur le territoire français. Donc on a une chance, possibilité, un atout, en tout cas par rapport à d'autres, d'observer de nombreuses formes de vie adaptées dans des milieux très très différents. Et les possibilités de s'en inspirer sont infinies. Voilà. On l'a vu, le biomimétisme permet des innovations qu'on utilise au quotidien comme le scratch, mais comment finalement les entreprises bretonnes s'emparent-elles de ce sujet? Oui, alors il y a déjà de nombreuses applications aujourd'hui qui existent en France, à l'international et en particulier en Bretagne. Qu'est-ce que vous appelez application? Oui, alors des produits, des services qui s'inspirent de la manière dont le vivant utilise l'énergie, par exemple, comment le vivant fabrique des matériaux. Et on a, pour en citer quelques-unes, on a par exemple l'entreprise Ilénergie, donc qui est basée à Boulogne-sur-Mer, mais qui a effectué des essais en rade de Brest et qui s'inspire de la manière dont les organismes se déplacent sous l'eau, donc en ondulant, et qui développe une hydrolienne bio-inspirée pour récupérer l'énergie des vagues et la transformer en électricité, par exemple. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le biomimétisme est applicable à tous les domaines. C'est ça, Anne Legars, ce qu'il faut avoir en tête quand on se lance dans ce domaine? En tout cas, c'est une méthodologie qu'on peut appliquer dans plusieurs raisonnements. Donc, si la question de base, elle s'intéresse par exemple à l'échelle du bâtiment, on peut appliquer le biomimétisme. Si c'est l'échelle des organisations, on peut aussi s'inspirer du vivant pour concevoir des modes d'organisation. Donc, ça va vraiment de l'objet à... Ça peut aller jusqu'au territoire. Comment est-ce qu'on... Et justement, trouver cette méthodologie, c'est pas un long fleuve tranquille, ça suppose quoi Ça suppose, ça suppose d'être très curieux, de fouiller beaucoup la donnée biologique, de comprendre aussi, donc de se constituer tout un bagage sémantique, vocabulaire, pour vraiment être capable d'identifier les modèles qui vont vraiment nous inspirer pour aller concevoir les solutions aux problématiques qu'on a identifiées. Xal, c'est quoi votre méthodologie à vous? Comment vous avez gravi les étapes une par une
Je pense que la méthodologie, c'est une phrase qui est bien résumée par Léonard de Vinci, c'est « scrute la nature, c'est là qu'est ton futur ». En fait, pour innover, il faut aller se balader, il faut aller regarder, il faut observer, il faut être curieux. Et à partir de là, donc tout est autour de nous. En fait, quand on voyait dans le petit film 3,8 milliards d'années d'évolution, mais vous imaginez tout ce qui a pu être designé, dessiné, inventé par la nature elle-même. Juste pour aller dans le sens en fait, que je viens d'entendre, là, donc les biomatériaux, par exemple, les ruches d'abeilles, les nids d'abeilles, en fait, ça sert à faire des fauteuils. En fait, le type, en fait, des fauteuils pour avion, des fauteuils qui pèsent pas lourd. Waze, en fait, qui a été, que vous utilisez peut-être dans votre voiture, ça, c'est les fourmis qui se déplacent, en fait, sur la Terre. La pénicilline, le pénicillium, ce qui donne les antibiotiques, c'est un simple champignon. Donc, vous voyez, tout ces innovations-là, c'est vraiment des choses qui nous entourent. Finalement, on n'invente rien, on s'inspire de ce qui existe déjà. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que la science doit revenir à ça. C'est-à-dire que la science est devenue trop technique. On parle de génomique, de protéomique, de métabolomique et tout ce qui est en hic, mais on oublie d'appeler les espèces par leur nom. Et aujourd'hui, je vous mets au défi de sortir des gens dans la nature, dans la rue, et de leur demander en fait quel est le nom de cet arbre, quel est le nom de cette plante. Et aujourd'hui, je pense que ça doit revenir. Et je pense que le Cybios y participe. Et justement, à Cybios, vous avez un rôle de conseil. Vous pouvez accompagner tout professionnel qui désire prendre cela en compte, en fait. Oui, effectivement. Donc notre rôle, effectivement, pendant les premières années, ça a été effectivement de rassembler cet écosystème. Mais effectivement, aujourd'hui, des gens peuvent venir nous voir sur une question qu'ils peuvent avoir. Par exemple, vis-à-vis de la problématique de l'encrassement, par exemple, des coques de bateaux, des coquillages qui s'accrochent, qui vont générer du frottement et faire qu'il y a une plus grande consommation de carburant. Ou alors le fait que des surfaces peuvent être colonisées par des bactéries, par exemple, dans les hôpitaux. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et on va jouer un rôle d'explorer la biologie pour identifier des réponses. Et comment fait le vivant pour lutter contre les contaminations, par exemple. Est-ce que c'est en sécrétant des molécules chimiques? Est-ce que c'est en créant des surfaces bien particulières, comme la peau de requin? Et aujourd'hui, des surfaces sont inspirées de la peau de requin, par exemple. Et appliquées dans des cathéters pour éviter les contaminations. Donc ça contribue vraiment à sauver des vies. Les possibilités sont infinies. Alors on voit que la nouvelle génération est très aux prises. Je pense à Anne Le Gars. Quel regard vous portez là-dessus? C'est aussi les jeunes qui vont créer cette dynamique, l'impulser davantage aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Aujourd'hui, en fait, tout passe par l'éducation, la formation. Donc, je pense que ce qui est en train d'être mis en place au niveau de l'éducation, c'est extrêmement important. Et puis, on est de plus en plus ouvert à protéger notre environnement. La biodiversité, c'est pas uniquement un mot à la mode, c'est vraiment une réalité. La biodiversité, c'est une bibliothèque. Si vous commencez à brûler en fait les livres de votre bibliothèque, vous pouvez plus les lire. C'est exactement ça, la biodiversité et donc l'écosystème, la protection de l'environnement. Encore une fois, c'est pas que pour les bobos parisiens, ça sert en fait à l'innovation et à l'industrie, quoi. Vous serez la génération de la rupture, Anne Le Gars? On espère. Oui, vous espérez. Alors, quels sont les nouveaux métiers qui vont voir le jour grâce au biomimétisme? Oui, alors, on parle de biomiméticiens. En fait, effectivement, il y a de nouveaux métiers qui sont en train de se créer pour répondre aussi aux enjeux qui sont tels qu'ils sont actuellement. Il y a le changement climatique, on est en pleine pandémie. Donc, les défis sont extrêmement importants et c'est ce qui contribue aussi au développement du biomimétisme. Et justement, vous pensez que le Covid va accélérer aussi cette dynamique? Le Covid, en tout cas, crée un contexte où on prend conscience aussi de notre dépendance vis-à-vis de la biodiversité, un certain nombre de déséquilibres globaux et un besoin urgent d'innover autrement. Et aujourd'hui, quels seraient les freins au développement du biomimétisme en France, selon vous? Je vais commencer avec vous, Anne Le Gars. Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas assez vite, peut-être, sur cette question-là? Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas assez vite? Peut-être une question de vulgarisation sur le fait que le biomimétisme peut être vraiment un levier pour concevoir durablement des solutions. Franck Zal, comment on fait pour aller plus vite? Moi, je pense que déjà, ça s'accélère. Donc, c'est du côté positif, c'est que finalement, les choses s'accélèrent. Et donc, il y a de plus en plus en fait, de concepts biomimétiques qui sont en train d'être mis en place. Par contre, il faut appeler en fait ce qui est les innovations par en fait la bio-inspiration. Quand je vous ai parlé de Waze, est-ce que vous saviez que Waze c'était du biomimétisme? Non, je pense qu'il peut-être il faut avoir un label, un logo qui dit voilà, ça s'est inspiré de la nature. C'est peut-être dans la communication en fait qu'il faudrait avancer. Des freins économiques au biomimétisme aussi? Économiques, un petit peu, mais ils sont principalement culturels, les freins au départ.
Voilà. On a compris que les biologistes détiennent des trésors de connaissances sur le monde vivant et l'enjeu c'est de faire discuter les gens ensemble, comment un architecte peut aller rencontrer un biologiste. Donc il y a tout un travail aussi au CBIOS pour développer les méthodologies et faire en sorte que les personnes discutent ensemble. Il nous reste quelques secondes. Un message pour les jeunes qui, comme vous, sont sensibles et ne savent pas par où commencer, Anne Le Garce. Un petit conseil. La générosité d'aller fouiller partout dans la nature et de se laisser guider par ce qui inspire. C'est rester curieux, en fait, finalement, du monde qui nous entoure. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir apporté votre éclairage. Allez, on marque une petite pause champêtre. On va retrouver Evan qui s'est rendu dans une champignonnière ce matin. Ici, on utilise des seaux percés pour cultiver des champignons. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ça ne me dit rien qui vaille. En tout cas, Mathias, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer. Oui, bien sûr. Donc une fois qu'on a préparé notre gamelle de substrat pour les pleurotes, de paille et de copeaux, on les met dans ces seaux. Une fois qu'ils ont été désinfectés au préalable dans une bassine. Oui, passage obligatoire. Passage obligatoire dans le pédiluve. La bassine d'eau de Javel. C'est ça. Donc les seaux, on a des seaux. Attention, Fabrice, ça glisse. Nos seaux, on va les mettre au préalable à tremper dans une eau javelisée, histoire de désinfecter les seaux. Une fois qu'après, on les remplit donc, de notre substrat. Et ils vont passer 15 jours en un cuve chaud. Alors attends, juste avant d'y aller, j'ai une question. Parce que tout à l'heure, ton frère nous disait qu'il était maraîcher avant. Oui. La culture de champignons par rapport au maraîchage, on pourrait avoir l'impression que c'est plus facile, c'est sur un même lieu. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Non, pas vraiment. C'est une culture, certes, mais qui a d'autres problématiques. Nous, ici, vraiment, ce qu'on évite, c'est toute infection d'un autre champignon qui pourrait venir se développer sur notre substrat. C'est ça votre plus grande crainte? C'est ça, ouais. C'est vraiment le truc le plus dur à contrôler. Ouais. Bon, alors je vais remettre un peu mon pied dans le Javel. Alors, on va pouvoir aller dans cette salle juste à côté. Hop. Donc, une fois qu'on a rempli nos seaux, ils vont passer 15 jours dans cette pièce qui est dans le noir. Et chauffer pendant 15 jours, et ça va venir coloniser. Le mycélium va coloniser tous nos seaux dans leur substrat, que ce soit pour le pleurote ou pour le paris. Et après, on pourra les mettre en chambre de culture où ils vont pouvoir sortir des seaux et enfin. Et il fait quelle température là à peu près? Ici, il fait 23 degrés. Et pourquoi est-ce qu'on les met au chaud comme ça? Eh ben, c'est en sorte, c'est le passage en été quoi. On essaie de recréer les saisons. Ah oui, on les leurre. Ici, c'est l'été, c'est ça. Ils vont passer 15 jours donc, dans une situation chaude. Et quand on va les changer de chambre, ils vont recevoir un choc thermique qui va leur permettre de se développer. Ah bah justement, le choc thermique, c'est la salle d'à côté? C'est ça. Où on va retrouver ton frère. Bah merci beaucoup. Mathias, j'essaie de ne pas t'enfermer. Hop, on passe la porte là, on la pousse, voilà. Et là, donc, on passe dans l'ambiance automnale avec Karl. Re-salut. Salut. Ah bah ça y est, là, nos champignons, ils ont bien pris forme et on retrouve nos seaux percés. Voilà. On retrouve nos seaux percés par lesquels sortent les champignons par les trous en fait quoi. Et combien de temps est-ce qu'ils ont mis entre la sortie de l'été et Alors, à partir du moment où on les sort de la salle été, on va dire entre guillemets, 15 jours pour que ça arrive à ce stade-là en fait quoi. Et de l'autre côté, là, c'est les petits champignons de Paris. De l'autre côté, ce sont les petits champignons de Paris que l'on récolte tous les jours, qu'on est obligé de récolter tous les jours. Et si tu veux goûter un champignon frais, mais bien sûr, jamais tu n'auras plus frais. Ah déjà, ils sont vachement plus lourds que les champignons qu'on peut trouver dans le commerce. Bah, oui, parce que là, ils sont récoltés direct. Après, un champignon, c'est beaucoup d'eau, donc plus il y a 2 jours qui passent, tu vois le goût, comment il est frais, comment il est fleuri. Regardez-moi ça comme ça, on se croirait dans une forêt. C'est ça, c'est hyper dense. Et voilà, nous, notre problématique, c'est de les vendre le plus rapidement possible après la récolte pour que les gens puissent, comme toi, les déguster et vraiment apprécier ce goût très fleuri et très boisé qu'ils peuvent avoir en fait quand ils sont frais. Quoi. Bon, justement, tu parlais de récolte. Eh ben, on va se retrouver juste après pour faire la récolte et continuer à parler de ces bons champignons. Moi, je vais en manger 1 ou 2. Vous en voulez un avec votre café? C'est bon, il paraît. Evan qui n'en perd jamais une miette. À tout à l'heure, Evan. C'est l'heure maintenant de notre séquence emploi. Ce matin, on fait découvrir le métier de manipulateur radio et c'est Bruno qui nous raconte son quotidien. Bien mettre les bras en arrière. Voilà. Comme la dernière fois, vous gonflez bien quand on vous le demande. Hein. Allez, c'est parti. Je m'appelle Bruno Courtis, j'ai 33 ans et je suis manipulateur en électroradiologie médicale.
Nous, notre objectif, c'est en fait de donner la meilleure image au radiologue, en fait, de lui donner le plus de chances, le plus d'informations pour qu'il détermine la pathologie du patient. Ça consiste en fait à prendre en charge un patient et à réaliser son examen. On est dans de l'imagerie diagnostique, donc là, pour ma part, ce sera de l'IRM ou du scanner. Vous ne mettez pas les électrodes alors? On va peut-être les mettre quand même parce que je crois que je vais faire le score calcique avant. On est souvent en binôme, donc on se relaie, on s'aide, surtout beaucoup communiquer. Et puis pas hésiter à prendre le relais si avec un patient ça se passe un peu moins bien. Si on n'a pas un patient qui est coopérant, en fait l'examen il va pas être de bonne qualité. Il faut surtout bien communiquer en fait avec lui, ça va être important, bien le mettre en confiance. Inspirez, retenez votre respiration. Voilà, on passe à l'injection, monsieur. Au sein des protocoles, on a des paramètres à modifier. À chaque pathologie, on va s'adapter. Si on a un patient qui tient moins bien la respiration, on va changer des paramètres pour que les séquences soient éventuellement moins longues. C'est ça qui est intéressant. Il faut allier la technique avec la prise en charge du patient. Allez, on va mettre les bras juste en arrière. Oui. Parfait. Donc vous vous rappelez, ça va bien chauffer, hein? D'accord. Environ tous les 5 ans, 5-6 ans, on change de machine. Donc nous, on est sans arrêt en train de réapprendre de nouvelles choses, réadapter les examens. C'est hyper enrichissant, on n'est jamais en train de stagner. L'imagerie, c'est un peu le carrefour d'un service hospitalier. Quand le patient repart avec ses images, tout son dossier complet, on peut être satisfait du travail qu'on a fait. Voilà pour ce portrait. Quels sont les débouchés dans le secteur? On en parle avec Carole Abalea. Bonjour Carole. Vous êtes conseillère Pôle emploi à Brest. Alors le manipulateur radio travaille aux côtés du médecin. Quels sont les diplômes attendus dans le secteur? Alors deux possibilités par rapport au diplôme. Soit le diplôme d'État en fait qui est délivré par le ministère de la Santé après 3 ans. Généralement en fait l'admission se fait par concours après le bac, généralement via un bac scientifique. Possibilité également d'avoir le diplôme de technicien supérieur, le DTS, qui s'obtient également au bout de 3 ans après un bac scientifique, le bac S, ou le bac également des sciences et technologies de laboratoire, et le bac également des sciences et technologies de la santé et du social. Là, il est délivré ce diplôme par le ministère de l'Éducation nationale. Alors Bruno évoquait l'importance de mettre en confiance le patient. Quelles sont les autres qualités humaines qui serviront d'atout aux candidats à ce poste? Alors effectivement, il faut avoir des compétences en termes technologiques, donc de la rigueur, de la précision, mais également il faut savoir être doux, il faut être rassurant, disponible et à l'écoute des patients qui ont besoin effectivement d'être rassurés dans ces moments. Et très empathique, j'imagine. C'est un secteur pourvoyeur d'emploi en Bretagne, Carole? Oui, il y a plusieurs postes effectivement, et puis les personnes qui sont nouvellement diplômées trouvent assez rapidement un emploi après leur diplôme. Possibilité d'avoir les offres donc, sur le site du pôle emploi.fr. Et quelles sont les grilles de salaire dans le secteur? Alors c'est très variable selon le secteur public ou privé. Donc les salaires varient entre 1 500 et 2 600 € dans la fonction publique, selon le grade et les échelons. Et c'est environ un salaire moyen de 2 200 € dans le privé. Merci beaucoup Carole pour toutes ces précisions. À bientôt. Je vous propose à présent de s'arrêter sur un lieu emblématique de l'Orient, la glacière du port de pêche de Kérouman. Et votre association, Ronan Le Rosquette, se bat pour lui donner un second souffle et éviter in fine cette démolition. Alors d'abord, racontez-nous un petit peu l'histoire de cette glacière. Alors cette glacière, aujourd'hui, elle a 100 ans et il y en a 2 dans le monde, tout simplement. Il y en a une autre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc elles ont été construites en même temps à la suite du premier conflit mondial, où on s'est aperçu que la congélation des produits était possible. On a congelé de la viande et donc après on s'est dit, en fait on peut congeler du poisson pour le conserver. Donc en fait on a construit cette très importante glacière et elle a permis deux usages, de produire de la glace mais aussi de stocker le poisson qui était produit. Et tout cela s'inscrivait dans un plan national de construire un port à la pointe de la technologie et donc l'État français a choisi d'implanter ce port moderne à Lorient et ce bâtiment a été le premier élément construit à la création de ce port. Et ce qui a permis d'ailleurs à Lorient dans les années 20 d'être le premier port de pêche en France. Alors tout s'est arrêté dans les années 80, le lieu est depuis abandonné. Vous souhaitez aujourd'hui sauver cet emblème historique et économique et le transformer en un tiers-lieu. Expliquez-nous un petit peu les contours de votre projet. Alors effectivement, le projet de l'association, c'est de manière très générale de consulter les acteurs locaux, citoyens, entreprises, associations, pour y faire un lieu de vie
autour du maritime. Donc aujourd'hui, le mot tiers-lieu est un mot qui est assez souvent utilisé pour résumer ce lieu de vie où on mélange différents usages. Donc on pense que c'est un usage qui est adapté à ce grand bâtiment qui représente presque 6000 m², donc ce qui permet de mixer l'accueil d'associations, d'entreprises dans la recherche et développement, pourquoi pas dans le marin autour du biomimétisme, si on prend l'exemple. On y reviendra justement après. Des lieux culturels, un lieu sur l'image qu'on peut voir, on peut envisager un restaurant d'application au dernier étage qui aura une vue sur la rade de l'Orient. Donc il y a vraiment un gros potentiel pour ce bâtiment aujourd'hui. Alors le problème, c'est que l'édifice est voué à la démolition. En tout cas, c'est ce que prévoient les propriétaires des lieux. C'est aussi pour ça que vous avez lancé une campagne participative ? Alors tout à fait, on s'aperçoit en discutant avec les personnes, en montrant des images d'archives que l'on a montrées tout à l'heure. La première idée, c'est que ce bâtiment est construit en pierre et aujourd'hui, il est recouvert d'un enduit. On a l'impression que c'est un bâtiment en béton qui est vraiment assez laid et on a besoin de faire de la médiation, d'expliquer. Donc, on souhaite faire une exposition photo, faire des jeux avec les habitants, faire des rencontres citoyennes, des conférences pour expliquer avec des experts du patrimoine, de l'architecture, mais du monde maritime. On a besoin de vraiment d'expliquer à tout le monde quelle est l'histoire de ce bâtiment et ce travail qui n'a pas été fait précédemment. Et cette campagne, elle permet aussi de montrer l'attachement des Lorientais, parce que vous êtes organisé en collectif, vous essayez de communiquer là-dessus. Enfin, finalement, les Lorientais, ils sont accrochés à cet emblème ou pas ? Alors en fait, c'est très partagé. On a des personnes qui ne sont pas attachées à ce bâtiment. Et justement, quand on leur montre des photos d'archives, en quelques secondes, quelquefois, ils changent d'avis en se rendant compte que ce n'est pas un vulgaire bâtiment anodin, qu'il est unique quasiment dans le monde et qu'on ne peut pas se permettre de détruire ce bâtiment alors que la ville de Lorient a été détruite à 80% et qu'elle a vu la construction de la base des sous-marins juste à côté. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'atypique. On parlait tout à l'heure de biomimétisme. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'intégrer dans un projet comme celui-ci, Luce-Marie Petit ? Oui, tout à fait. Le biomimétisme peut s'appliquer à l'échelle des matériaux, mais à l'échelle d'un bâtiment, même d'une ville. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux, même à l'échelle du quartier, de biomimétisme. Effectivement, il y a une personne au CBio, c'est Estelle Cruz, qui travaille aussi sur les enveloppes du vivant, comment on peut s'inspirer des parois des plantes, des écorces, des fourrures, des peaux des animaux et des différents organismes, pour les appliquer à l'échelle du bâtiment et gérer la lumière, l'acoustique. On peut peut-être être accompagné par Sibios dans votre projet. Qu'est-ce qui va se jouer dans les prochains mois ? Parce que la démolition, elle est quand même prévue pour fin 2021. Comment vous allez faire pour peut-être la retarder ou pour qu'on puisse en tout cas repenser le projet ? Alors, on va dérouler toutes les actions dont on a parlé, c'est-à-dire de la médiation auprès du local. Il n'est pas question d'intenter une action en justice, par exemple ? Alors en fait, non, on n'a pas souhaité aller vers cette option qui est assez négative, entre guillemets. On préfère proposer quelque chose et aller rencontrer les élus, notamment la région Bretagne des élections vont avoir lieu, et ensuite aller voir le ministère de la Culture, le ministère de la Mer et des ministères qui peuvent être en lien avec ces problématiques qui doivent dépasser le seul échelon local. En tout cas, votre campagne participative se poursuit. Merci beaucoup, Renan Le Rosquette, d'être venu témoigner sur notre plateau. Avant d'aller retrouver Evan, un petit tour dans notre boîte à idées solidaire du jour. Regardez. On se prend un plat au resto ? Et si on optait pour un resto où travaillent des personnes handicapées ? Eh oui, c'est possible. Il existe quelques restaurants et bars, hélas encore trop rares, qui ont choisi d'inclure dans leur personnel des personnes porteuses d'un handicap. Une bonne façon de les intégrer en milieu ordinaire, de leur redonner confiance et aussi de rendre le handicap visible et donc de lever des tabous. Flore a ouvert 2 restaurants qui emploient chacun 12 salariés, dont 7 atteints de trisomie 21. À l'origine du projet, une envie, c'était de pouvoir créer un lieu qui, de par son architecture d'intérieur et son design d'objets, pourrait s'adapter parfaitement à des personnes en situation de handicap mental pour qu'elles puissent travailler comme tout le monde. Un lieu qui soit donc créateur d'emplois en milieu ordinaire avec un salaire ordinaire, mais également créateur de rencontres entre ces personnes que l'on voit encore trop peu malheureusement. Ça fait bouger les lignes et ça montre que la différence, il faut qu'elle soit au cœur de notre société et que l'inclusion, au-delà d'être possible, parce que ça on le sait, aujourd'hui, elle est bénéfique et elle l'est pour tous. Alors, si vous avez la chance d'avoir un de ces restos pas loin de chez vous, n'hésitez pas à les soutenir. Voilà pour notre idée du jour. Et comme promis, partons retrouver Evan Le Gourmand, direction Roland-Drieux. Ils sont vraiment trop bons ces champignons. Karl, ils viennent d'où les champignons qu'on trouve dans le commerce habituellement ?
Alors il y a encore une production française quand même, mais très peu. C'est vrai que la majorité des champignons, alors si on parle des champignons de Paris, qui sont consommés en France, sont produits principalement en Europe de l'Est en fait, quoi. Donc reste à chacun de bien regarder l'origine si on veut consommer local. C'est ça. Reste à chacun c'est des choix personnels. Si on veut consommer local, regardez la provenance des produits en fait. Alors on est là pour parler des vôtres, hein, et les vôtres, on voit derrière ton frère qui est en train de les récolter à la main. Tout est vraiment récolté à la main. Oui, on n'a pas d'autre, il n'y a pas d'autre manière de récolter les champignons de toute façon. Donc il n'y a pas de machine qui existe et donc ça c'est un travail quotidien. Combien d'heures par jour? 4 à 5 heures par jour. Ah oui. Ouais. Et alors là, on voit, il y a une floraison. Est-ce que c'est comme les fraises, c'est remontant, ça peut revenir? Alors, on appelle ça une fructification déjà, pas une floraison. Et oui, donc en fait, là, vous voyez, c'est la deuxième, alors ce qu'on appelle la deuxième volée en fait, quoi. Donc là, c'est la deuxième pousse. Les pins ont donné une première fois, et là, c'est la deuxième qui arrive. Après cette deuxième volée, ça sera fini, donc on débarrassera les salles des pins et on se débarrassera des pins et on nettoiera pour relancer notre culture. Et qu'est-ce que vous en faites des pins justement après? Alors nous, on les fait composter. On mélange ce substrat-là avec le substrat des pleurotes et qu'on fait composter en fait, qui peut servir de compost dans les jardins pour cultiver des légumes par exemple. Alors il faut le dire, anecdote, mais vous avez fabriqué ce bâtiment par vous-même et vous avez adapté la hauteur des portes à votre taille. C'est ça. Parce que moi je me la suis pris tout à l'heure. Bref. Vu que personne n'est censé rentrer dedans à part nous. Oui. C'est vrai. Petite anecdote, est-ce que sur la culture de champignons, on utilise, je sais pas moi, des engrais, des traitements spécifiques? Alors des engrais, non. L'engrais est déjà intégré au substrat. Là, c'est du compost de fumier de cheval avec de la poudre, donc il est déjà bien enrichi. Après, nous, le seul problème qu'on ait, c'est qu'il y a des petites mouches qui volent. Je sais pas si tu les vois, je sais pas si ça se verra à la caméra. On ne verra pas, mais il y en a une. Donc ça s'appelle des mouches du terreau, en fait, qui elles pondent dans le substrat et donc ces larves vont pas manger les champignons, mais vont manger le mycélium, donc ce qui va entraîner une baisse de production des champignons. Donc nous, pour lutter contre ça, on met des nématodes. Donc ce sont des petits vers qui vont, eux, chasser et manger les larves des mouches, en fait. Bon alors, parlons très concrètement. Si on veut trouver vos champignons, où est-ce qu'il faut qu'on s'adresse? Alors, nous, on vend... Pour l'instant, on ne fait qu'un marché. On fait le marché bio de Dole de Bretagne le mardi soir. On a quand même l'envie d'être sur les marchés rennais. Donc je pense que pour cette année, on va essayer de faire des demandes pour aller sur les marchés rennais. Et là, principalement, en ce moment, on vend à des maraîchers qui vont revendre nos champignons sur les marchés. On fonctionne avec des AMAP aussi et autrement quelques magasins. Voilà. Et au niveau conservation, un champignon frais comme ça, parce qu'il a quand même un super goût, il va le garder combien de temps ce goût? Alors nous, on le récolte frais. Alors ce goût-là, il va le garder 2, 3, 4 jours. Après, il sera encore bon, bien sûr, mais son côté fleuri, boisé va se perdre avec les jours. Donc c'est pour ça que nous, l'intérêt de le vendre le plus rapidement possible à la récolte, c'est que les gens peuvent le garder le plus longtemps possible. Un champignon frais comme ça peut se conserver quasiment jusqu'à 10 jours au réfrigérateur. En fait. D'accord. Le prix de la barquette, parce que ça intéresse ma collègue sur le plateau. Donc une barquette de 250 grammes de champignons de Paris, on la vend à 3 €, en fait, ce qui revient à 12 € le kilo. Quoi. Bon bah voilà, une Fanté, je t'en ramène une barquette, comme ça tu pourras nous faire une petite poêlée de champignons pour ce midi. Enfin, sous réserve qu'il en reste encore, parce que crus, ils sont tellement bons. Merci beaucoup. Avec plaisir. Karl, merci à Mathias là-bas, et puis à très vite pour une nouvelle découverte. Bon appétit. Merci beaucoup Evan, c'est vrai que j'adore les champignons. Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin et je rappelle Renan, pour soutenir votre projet de tiers-lieu, rendez-vous sur kengo.fr. Merci à vous pour votre fidélité chez vous. Demain au programme d'Ensemble c'est mieux, on s'intéresse aux familles nombreuses. 2 pères de famille nous raconteront leur quotidien XXL. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Hey, hey.